Bonjour à tous. Je suis content aujourd'hui de vous introduire une nouvelle série vidéo que je vais faire avec les investisseurs à succès. Des gens qui, pas nécessairement qui ont un super gros parc immobilier, mais plus des gens qui sont présentement en action sur le terrain. C'est des gens qui sont actifs, des gens qui transigent. Puis d'aller chercher un peu comment ils se débrouillent pour trouver des immeubles, c'est quoi qu'ils regardent dans les immeubles. Donc, je pense que ça va être une série vidéo vraiment intéressante. Puis aujourd'hui, pour commencer, on a la chance d'avoir Frédéric Aubry. Frédéric, écoute, je pense que ça va faire 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés au Club Immobilier. On a fait notre première transaction en 2011. En 2017, l'an passé, on a fait un 64 logements. Là, en 2018, dans les premiers mois de 2018, on va closer, soit en janvier-février à peu près, on va closer un 130 logements ensemble. Donc, Fred, si tu peux peut-être nous donner un petit peu ton histoire, comment tu as commencé, puis c'est quoi qui t'a intéressé à l'immobilier? Good. Merci Pat, merci de me donner la chance de jaser avec toi. En fait, l'élément déclencheur de ma carrière en immobilier, c'est je revenais d'un camp de vacances quand j'étais jeune avec ma mère, puis elle m'a dit qu'on allait acheter la maison en face, qu'on allait la louer. Éventuellement, ça me ferait une maison qu'elle allait se payer, puis qu'éventuellement, ça me ferait une maison qui ne serait pas chère, parce qu'elle allait prendre de la valeur dans le temps. Puis j'ai comme compris cette mécanique-là assez jeune, puis toute mon adolescence, je me suis dit que je transigerais ma première maison à 18 ans. Fait que c'est ce que j'ai fait, dans le fond, quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans. Wow. Ouais. J'ai trouvé une petite maison dans mon secteur où j'ai grandi, puis je l'ai achetée, je l'ai louée, puis un an après, j'ai réussi à récupérer 100% de ma mise de fonds. Fait que ça a été un petit peu là que j'ai compris la mécanique là, d'enrichissement par rapport à l'immobilier. Puis ça a été ton premier investissement. Puis au niveau de ton premier multilogement, quand est-ce que... Oui, le premier multi il est venu assez tard après. En 2010, j'ai acheté un 6 logements que j'ai pogné sur l'EPAC. Un petit 6 bon prix, un propriétaire motivé, un immeuble d'un certain âge, mais qui faisait ces chiffres-là, 350 000, on a payé ça. D'ailleurs, qui est en vente sur Patrice Ménard Multilogement actuellement. Good. Fait que ça a été ton premier 6 là. Fait que là, tu as commencé à goûter là, aux 6 unités plus. Oui. C'est là que j'ai compris que la mécanique est vraiment plus facile dans le 6 et plus parce que tu as juste besoin d'avoir la mise de fonds, puis quand tu te présentes au financement, c'est l'immeuble qui compte, puis c'est plus toi. Fait que là, j'avais pas besoin de déclarer un salaire, j'avais pas besoin d'avoir un emploi à temps plein, c'est pas comme un triplex. Puis aussi, étant donné que c'est financé sur la valeur économique, bien, des fois, tu peux te retrouver à acheter un 6 logements pour le prix d'un triplex, là, tu sais. Parce que le financement dicte un peu la valeur de l'immeuble. Fait qu'il y a plus d'opportunités dans le 6 et plus. Mais à l'âge, tu avais aussi les revenus étaient moins importants qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, le fait que ce soit les revenus qui proviennent de l'immeuble versus personnel. Exact. À ce moment-là, moi, je déclarais 17 000 par année. Là, wow. J'avais 20 ans puis je faisais de l'immobilier à temps plein. Fait que, wow. Ouais. Fait que là, c'est bon. Fait que là, maintenant, bon, bien sûr, là, tu as commencé disons, si on pourrait dire, là, ton bon coup. C'est quoi ton premier coup là, que tu as vraiment ton meilleur achat? Bien, l'élément déclencheur un petit peu qui a fast-forwardé la carrière là-dedans, c'est la première transaction qu'on a faite ensemble, le 23 logements sur Bossuet. C'est une transaction dans laquelle nous, on a investi environ 330 000 $. Puis un an après, on a récupéré 500 000 $. Fait que ça a été super bon. Ça nous a permis d'accélérer nos investissements. Avec le 500 000 l'année d'après, on a acheté un 50 logements à Côte-des-Neiges, une maison de chambre, des petits logements. Puis après ça, on avait un cash flow suffisant pour commencer à bien en vivre, tu sais. Good. Puis, fait que, dans le fond, c'est bon en passant, l'auditoire, là, on est sur la rue Parc avec toutes les bosses qu'il y a. On n'est pas dans le bois. Mais quand même. Donc, c'est ça. Fait que Fred, pour revenir, tu disais, c'est que, bon, le Bossuet, fait que c'est là vraiment que tu as récupéré ta mise de fonds dans un an et demi. Ouais. Et puis, quand tu reçois, premièrement, comment tu fais tes recherches présentement? C'est quoi comment tu travailles pour trouver tes immeubles? Bien, évidemment, le plus de sources qu'on a, le mieux c'est parce que ça nous permet de voir tout ce qui se passe dans le marché. Depuis que tu travailles avec les acheteurs, c'est sûr que j'ai moins besoin de regarder sur Centris ou sur MLS. Tu nous envoies tout ce qui sort aussi, en plus de tes listings privés. Ouais. Honnêtement, actuellement, j'ai tellement de gens, même des amis qui m'appellent pour des deals. Mon cercle d'influence est assez fort que je reçois des deals, j'ai plus besoin de chercher en ce moment. C'est ça. Mais ça, par exemple, il faut donner... tu as travaillé pour ça parce que non pas seulement... tu n'es pas chez vous, tu ne restes pas chez vous. Tu es toujours en train de réseauter dans tous les événements pour aller chercher
c'est développer aussi un cercle d'investisseurs autour de toi. Parce que souvent, une opportunité ne sera pas bonne pour un investisseur pour X raisons. Le timing n'est pas bon, fait qu'ils vont te le refiler et toi, c'est la même chose à l'inverse. Fait que ça aussi, c'est important. Là. Absolument. Plus on connaît de gens, plus il y a de gens qui savent qu'on est acheteur et qu'on est prêt à bouger, mieux c'est sûr. Good. Puis, au niveau de quand tu reçois un immeuble, mettons que tu reçois, peu importe la source qu'elle arrive, ouais. C'est quoi la première chose que tu fais? C'est quoi tu regardes quand tu regardes le multilogement qui rentre? Bien, la ligne directrice tout le temps, c'est quoi le potentiel maximum de cet immeuble-là? T'sais? C'est comme n'importe quelle entreprise. Si tu regardes les revenus dépenses de l'entreprise qui est là, c'est quoi le maximum du potentiel que tu peux aller chercher? Puis à partir de là, tu déclines qu'est-ce que ça va te coûter pour te rendre là. Puis là, tu vois si tu peux aller rechercher ta mise de fonds, la valeur que tu peux créer, l'investissement en temps puis en énergie que ça représente. Puis là, une fois que tu as toutes ces informations-là, bien, tu peux sceller ton deal. Puis fait que y a-tu un ratio particulier que tu regardes ou c'est plus. Bien, c'est sûr que le prix par porte versus le loyer potentiel, c'est quelque chose de très pertinent. Okay. Après ça, tu as le ratio de dépenses, si c'est vraiment trop élevé, tu sais qu'il y a du potentiel, fait que tu peux diminuer les dépenses. Fait que dans le fond, en regardant le ratio de dépenses, ça te permet de voir ceux qui sont bien exploités ou pas. Là. Fait que si un immeuble qui est mal exploité, toi, tu sais, avec l'expérience que tu as, tu peux ramener ça à un autre niveau. Exact. Mais au-delà du potentiel, de bien payer son immeuble, de bien connaître son marché, c'est numéro un. Là, ouais. D'être dans son secteur, connaître un secteur, bien l'apprivoiser, comme ça, quand ça sort, tu bouges en premier. T'as-tu des secteurs préférés? J'aime beaucoup Hochelaga. Je connais bien Hochelaga. Okay. Il y a une forte demande dans ce secteur-là. Les loyers. Il y a beaucoup de potentiel d'augmentation sur les loyers. J'ai des immeubles dans beaucoup de secteurs, dans Côte-des-Neiges, dans Pointe-Saint-Charles, dans Rosemont. Tous les secteurs sont bons. Je pense que c'est de connaître le potentiel de ces micro-secteurs-là, de bien connaître la ville, puis d'être capable de bien le gérer, l'immeuble, pour être capable de générer ce potentiel-là aussi. Parce que, excellent. Puis, donc, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, tu as développé ton réseau. Maintenant, c'est quoi? Tu crois-tu au marché? Comment que tu vois le marché dans les prochaines années? T'as-tu... Bien, honnêtement, il y a plus d'opportunités que je suis capable d'en faire dans le marché. Tout le monde dit on cherche, c'est cher. Moi, je trouve pas. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de gens qui veulent investir dans l'immobilier, qui ont de l'argent. Je pense que le plus dur, c'est d'avoir le temps et la structure pour les réaliser, ces opportunités-là. D'être capable d'avoir une équipe qui est suffisamment efficace alentour de toi pour pouvoir réaliser tout le potentiel qu'il y a dans le marché actuellement. Ce qui me fait penser souvent, des gens vont me dire « Hey Pat, mec, tu vas voir, je vais rentrer dans le marché quand le marché va baisser. » OK? Puis bien du monde me dit « Ah, mais quand le marché va baisser, je vais racheter. » Écoutez, c'est un point important que... Moi, premièrement, je ne pense pas que le marché va baisser. Là. Oui, il ralentit, ainsi de suite. Mais le fait que si vous attendez que ça baisse avant d'acheter, le problème, c'est quand que ça va baisser, si on suit la théorie que ça va baisser, c'est que vous ne serez plus dans le circuit. Puis ça, c'est un facteur important parce que ce qui va arriver, si jamais ça se passe, là, que le marché drop, mais à ce moment-là, les gens qui vont ramasser les immeubles, c'est vraiment les gens qui sont le plus actifs présentement. C'est vraiment les gens qui sont dedans, sont déjà en circuit, sont déjà en recherche. Fait que si jamais il y a une baisse de prix, l'équipe est déjà en place. Alors quelqu'un qui n'a pas bougé depuis 4, 5 ans, 6 ans, puis qui attend après ça, il va falloir qu'il refasse son réseau complet, qu'il redéveloppe, parce que les courtiers vont rappeler les gens qui bougent. Dans les dernières années, c'est sûr. Ils sont habitués de travailler avec eux, puis les équipes des gens changent. Comme toi, ton équipe, elle évolue. Ton monde, ils sont là. Là. Je commence déjà à travailler avec Nick, entre autres. On a une transaction là, sur Hochelaga. Ouais. Un immeuble qui est sorti sur MLS. Là, le monde dit qu'il n'y a pas de deal sur MLS. Il est sorti. La valeur économique est à 900 000 puis on paye 800 000. On a juste tiré plus vite que les autres. Là. C'est ça, c'est d'être prêt. Mais tu vois, ça c'est important parce que tu regardes surtout les immeubles avec du potentiel, mais si les ratios sont déjà bons, ça ne te dérange pas d'acheter pareil parce que ça, même si tu n'as pas d'optimisation à faire, si l'immeuble est bon au bon prix, à ce moment-là, quand l'immeuble n'est pas nécessaire, il est déjà optimisé, la seule chose que tu vas regarder, c'est si le cash flow est bien et l'emplacement est bon pour à long terme avec la plus-value. Qui dirait non? Ça, c'est un immeuble qui est directement sur le métro Joliette. Qui dirait non à un deal qui est 10 % en bas de la valeur économique, des grands logements bien entretenus, directement sur le métro? Ça reste un investissement. Oui, il y a le côté business de la création de potentiel, mais si le move est moins cher que qu'est-ce que ça vaut en partant, c'est un peu un no-brainer. Là.
Good. Puis au niveau du financement, est-ce que toi, tu es plus conventionnel, SCHL, privé? Quand l'immeuble a beaucoup de potentiel, je vais souvent aller conventionnel en partant pour aller générer le potentiel puis refinancer SCHL après. Quand c'est un immeuble qui est très magané, puis il n'y a pas de financement possible, je pourrais y aller au privé. Il y a d'autres sources. Il y a First National qui ont un beau programme aussi pour les immeubles à restructurer. Ah oui, celui qu'on a fait sur Salaberry, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que tu vas chercher un prêt conventionnel, tu retapes l'immeuble, puis ensuite tu l'emmènes à la SCHL. Puis je pense que la valeur avait déjà été établie là, avec valeur future avec la SCHL là-dessus. Exact. Fait que, il y a toutes sortes de façons. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Là. Plus on peut optimiser le financement, on regarde les chiffres, puis c'est les chiffres qui nous disent qu'est-ce qui est le plus avantageux. OK. Fait que t'as pas vraiment de type de financement. Ça va vraiment dépendre selon l'immeuble. Exact. Mais à la fin, ça finit toujours parce que tu es quelqu'un qui a la réputation de garder ses immeubles. Absolument. Donc, pour toi, à long terme, c'est toujours plus facile de les emmener à SCHL à la fin quand le travail a été fait pour aller chercher la dette à long terme. C'est sûr que la rentabilité à long terme est meilleure si on va à SCHL. Là. Quand l'immeuble est à son plein potentiel, on récupère nos billes, on passe à go, puis on appelle Patrice. Good. Écoute, as-tu quelque chose que tu pourrais partager avec les investisseurs, avec l'auditoire pour une erreur que tu as faite ou quelque chose, un coup, que ça serait recommencé, tu le ferais d'une façon différente? J'ai fait beaucoup d'erreurs, puis je pense que n'importe qui prend des risques fait des erreurs. Une chose que je corrigerais, si je pouvais revenir dans le temps, ça serait d'aller tout de suite à 6 logements et plus. Ah oui? J'ai commencé en 2006, j'ai acheté une maison, puis mon premier 6, je l'ai acheté en 2010-11. Fait que j'ai presque perdu 5 ans. J'ai pris de l'expérience, j'étais jeune, j'avais de 18 à 23 ans, mais j'ai accumulé un peu. Je peux juste faire une parenthèse là-dessus? La première transaction qu'on avait faite ensemble, oui, tu étais jeune. Puis je me rappelle pour le 23 logements qu'on avait fait sur Bossuet en 2011. Puis là, bon, là, on fait la mise en marché, tu m'appelles, puis on se connaissait, mais pas beaucoup, et ainsi de suite. Puis on va faire un petit clin d'œil à François Bray. Ouais. François Bray, on était en transaction. François, j'avais fait un 69 logements avec François, un 210 logements à ce moment-là. Quelqu'un aussi que j'avais rencontré au Club Immobilier. Puis François, il m'a dit « Hey Pat, check bien Fred, ce gars-là, il va aller loin. » Puis là, on est en 2011. Là, puis il dit « Fred, là, tiens-toi proche parce qu'il dit dans les prochaines années, ce gars-là, il va vraiment développer un beau parc. » Puis l'histoire avec vraiment, c'est incroyable. Il est rendu une couple de centaines de logements. Fait que je trouve ça intéressant. Merci à François. Ouais, absolument, absolument. C'est vrai, je me souviens que dans ce temps-là que tu m'avais dit, François m'a dit de te faire confiance, fait que on y va ensemble. Good. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est en closant, comme tu dis tantôt, de rester dans l'action, c'est ça le truc. En closant, ben, le monde va t'appeler plus, puis c'est une roue qui tourne qui est juste bonne. Fait qu'on parlait des erreurs à ne pas faire. Fait que la première erreur à ne pas faire, à mon avis, c'est si vous avez l'argent, ou même si vous avez 100 000, là, achetez pas en bas d'un 6. Vous êtes capable d'aller chercher un 6 logements. La mécanique du financement, à partir de 6, après ça, c'est toute la même chose. Ouais. Fait que, si vous comprenez cette mécanique-là, vous pouvez faire n'importe quelle transaction après dans le marché. T'sais. Exactement. Parce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que, Patrick, je vais me trouver un partenaire pour commencer, puis après ça, je vais aller seul. C'est quand on regarde les gens qui ont des centaines et même des milliers de portes, tout le monde est en partenariat. Il n'y a personne, très rare, les gens qui ont fait ça tout seul. C'est tous des partenariats à gauche et à droite. C'est intéressant. Puis l'autre point aussi qui est important là-dedans, c'est que souvent les gens vont dire « Hey, moi, j'ai l'argent de m'acheter un 25 ou un 40 logements, mais je vais commencer avec un 6 ou un 8 pour voir si j'aime ça. Ouais. » Puis le problème avec ça, c'est qu'ils vont chercher pendant des mois et finalement, ils vont trouver l'immeuble. Et là, ils vont l'acheter, passer l'acte de vente et tout. Et ça va prendre 3 à 6 mois pour mettre l'immeuble à leurs mains. Ouais. Puis ils vont se rendre compte qu'ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'auront pas de concierge pour faire la moitié des tâches. Ou deux, ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas compliqué de gérer l'immeuble. Mais coup, tu le mets à ta main, il y a du travail au départ. Le plus difficile, c'est pas de les gérer, c'est de les trouver les bons. Fait que là, il faut recommencer. Après que tu as fait le tour, puis tu avais l'argent pour t'acheter un 40 logements. Et là, il faut que tu recommences la recherche encore, puis repartir. Ouais. Et souvent, les gens se découragent là. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on fait une parenthèse là-dessus. Mais oui, c'est important de voir plus grand au départ. C'est vraiment la base. C'est la structure financière pour aller chercher un 8 ou un 12
c'est la même pour aller chercher un 40, un 50. C'est la même chose. Ah ouais. Ouais. Puis le plus on peut accumuler, le mieux c'est aussi. T'sais, moi, au début, j'avais un petit triplex sur le Bourgneuf à la Gardeur, puis je l'ai vendu par manque de cash flow. Les triplex, ils ont pris peut-être 100 000 dans les 2 années suivantes. Plus on peut garder nos beaux actifs, plus on devrait les garder. T'sais. C'est ça, parce que c'est prouvé hein, que la détention à long terme est toujours plus payante. Ouais. C'est sûr qu'en tant que courtier, on aime ça quand ça bouge un peu. Oui, ben, c'est sûr qu'il y a forcément dans la vie, tu arrives à un moment où tu es en période de vente, de sortie de oui, exactement. Actifs, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on ne s'en fait pas. Il va toujours y avoir des gens qui vont vendre pour toutes sortes de raisons. Mais définitivement, financièrement, c'est toujours mieux de garder les immeubles à long terme. Écoutez, on a dépassé notre petit 15 minutes déjà. Fait que, Fred, un petit mot de la fin, juste pour finir avec ça. As-tu, en dans d'une minute ou deux, là, un livre ou un podcast ou quelque chose que tu recommanderais aux gens? Oui, ben j'ai lu dernièrement, là, un petit peu tardivement, la biographie d'Alain Bouchard de Couche-Tard. Ah, wow! C'est un excellent livre, honnêtement. Une ambition incroyable. Comment il monte les échelons. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué là-dedans, c'est à quel point il prend des grosses bouchées dans le marché. T'sais. Le gars, il y a une entreprise qui vaut peut-être, 10 millions, puis il achète une entreprise qui en vaut 20. Il n'a pas peur de prendre des grosses bouchées. Puis je pense qu'il y a une belle équipe alentour de lui pour structurer ça financièrement. Je pense que ça, c'est un bel acquis, une belle force que lui a. Il sort toujours de sa zone de confort, hein? Ah oui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de prendre des grosses bouchées puis de bien s'entourer. C'est ça qui a fait sa force. Ouais. Puis je pense que dans l'immobilier, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur de prendre des grosses bouchées parce que c'est pas plus difficile. Good. Fait qu'écoutez, merci à tout le monde. Puis je vous invite, je vais taguer Fred, bien sûr, Frédéric, dans ce vidéo. Puis également, si jamais vous pensez que le contenu pourrait intéresser une connaissance, n'hésitez pas à la taguer, ça fait vraiment plaisir. Là. Honnêtement, on apprécie ça. Et encore mieux que ça, si vous pouvez la partager, ça sera apprécié. Merci beaucoup. Bye. À bientôt.